s'est passé dans l'incendie de Nice qui a fait perdre 7 Comoriens dans cet incendie criminel. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Maître Malisa, qui est magistrat, et Docteur Zilé, avocat, voilà, qui est une avocate, pardon. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons aussi invité, comme d'habitude, le grand Docteur Zilé, qui est l'un des grands personnalités, mais vous êtes une grande personnalité de la communauté comorienne, notamment ici à Marseille. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui concerne la communauté. Donc, du coup, on vous a invité aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça tombe sur les Comoriens. Donc, si le son est bon, nous allons déjà donner le micro à Maître Malisa pour dire bonjour à nos chers amis qui vont nous suivre et qui vont nous suivre en même temps et après. Voilà. Le micro à Maître Malisa. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, remercier pour cette initiative salutaire, pouvoir évoquer le drame qui nous a touchés et commencer tout d'abord, bien entendu, à renouveler nos sincères condoléances aux familles et aux proches des 7 victimes du drame qui a eu lieu à Nice il y a maintenant bientôt 2 semaines. C'est la première chose, je pense même la chose la plus importante qu'il faut pouvoir dire ce jour. Nous avons pu assister aux obsèques qui ont lieu à Nice le week-end passé et les 2 autres défunts ont pu avoir leur obsèques aux Comores cette semaine. Donc nos prières les accompagnent ainsi que leurs proches. C'est la première chose que je tenais à dire ce soir. La parole à Monsieur Dr Zilé. Il y a un micro qui est juste à côté. Voilà, il est allumé. Et voilà. Ouais, c'est bon. Bien. D'abord, je tiens à te remercier, Dima, de nous avoir conviés pour évoquer ce drame. Je salue tous ceux qui suivent cette chaîne, qui fait des émissions instructives, qui couvrent le devenir des Comoriens en France et qui couvrent aussi l'actualité politique dans notre cher pays. J'aurais aimé être avec vous, Dima, avec Maître Malisa, dans d'autres circonstances, évoquer d'autres sujets, mais je suis rempli de tristesse de penser que nous allons passer à peu près 1 heure ensemble pour parler de ceux qui sont morts sous le coup de la lâcheté et de l'abandon de certaines autorités. Voilà. Notre communauté est exposée à des dangers, je pense que nous allons en parler, non seulement à Nice, mais un peu partout en France. Il est important que tout le monde sache les dangers qui sont à nos portes, à la porte des adultes, à la porte des enfants. J'espère que nous aurons l'occasion de parler de tout ça, en ayant bien entendu circonscrit notre réflexion sur l'incendie de Nice. Des Comoriens sont morts. J'étais à Nice avec d'autres. Nous avons pris des cars pour aller à Nice. Les Marseillais sont déplacés en force pour y aller. Et nous avons tous vécu des moments intenses de grande émotion. Moi-même, lorsque j'ai vu les cercueils sur l'estrade, je ne peux plus retenir mes larmes, car le moment était lourd de signification. Il y avait là-dedans des victimes, et il y avait là-dedans des enfants, il y avait là-dedans une mère qui était venue rejoindre son mari, et qui finalement a fait le dernier voyage, finalement. Et toutes ces choses qui ont été évoquées m'ont rempli d'une grande tristesse. Voilà. Donc, c'est d'abord mon émotion que j'ai envie d'évoquer tout de suite, pour que les gens partagent l'émotion que j'ai eue quand je suis allé à Nice. Et je voudrais ensuite, mais je laisserai la parole à Maître Malisa, parler un peu des choses beaucoup plus objectives sur
ce qui s'est passé, les raisons, les leçons qu'il faut tirer, et surtout vis-à-vis de notre communauté, et surtout les leçons que les autorités françaises doivent tirer après ce drame, qui n'est pas un drame isolé. Merci beaucoup, le docteur Zilé. Donc, pour commencer cette émission, nous allons essayer de relater un peu les effets de cet incident, de ce drame qui s'est produit à Nice. La nuit du 18 juillet 2024, entre 2h à 3h du matin, un incendie criminel s'est déclaré au quartier Le Moulin de Nice. Au petit matin, la diaspora comorienne s'est réveillée avec cette nouvelle incroyable et inconsolable, puisque 7 Comoriens d'une même famille sont morts, 6 morts dans le feu et le 7e qui s'est défenestré en voulant fuir le feu. Au même moment, le Premier ministre français s'est déplacé, accompagné du ministre de l'Intérieur. Ce qui courait en rumeur s'est transformé en une déclaration officielle, puisque l'incendie est allumé volontairement. La communauté comorienne s'est déplacée principalement de Marseille, un peu partout en France, pour aller témoigner leur solidarité à l'égard de leurs confrères concitoyens niçois, pour aller témoigner leur solidarité. Le 27 juillet dernier, c'est-à-dire une semaine après, des funérailles ont été organisées par la ville de Nice, notamment le maire de Nice, Christian Estrosi, et une grande partie de la communauté comorienne qui s'est rendue un peu partout de France pour rendre un dernier hommage aux 7 victimes. Maintenant, je vais essayer de demander à Maître Malisa, qui est une ex-élue de Marseille, quand on est un représentant de l'État, de la République, et qu'on est réveillé à 4 heures du matin, 3h, 4 heures du matin, pour vous dire qu'il y a eu un drame, un incident, qu'est-ce que vous pensez au juste? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Surtout quand on vous dit qu'il se pourrait, ou bien 7 membres d'une même famille sont morts. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en tant qu'élu, en tant qu'un être humain et en tant que responsable politique? Alors, bien évidemment, c'est un moment horrible à vivre. Je me souviens avoir vécu un moment similaire au moment du drame de la rue d'Aubagne, puisque immédiatement, on a tenu à être auprès des familles des survivants et d'avoir vécu le traumatisme de la recherche des corps et l'annonce des décès aux proches des victimes. Donc c'est vraiment un moment très difficile dans la vie d'un élu, mais dans la vie de tout le monde en fin de compte. Et il est nécessaire, bien évidemment, immédiatement après, passer le moment de cette forte émotion, de réagir et d'être aux côtés des familles. Donc c'est ce qui a été fait à la ville de Nice, et il faut le saluer. Je salue sincèrement et profondément le maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que son épouse, ainsi que toute l'équipe, celle de la préfecture, puisque la sous-préfète a été fortement mobilisée également. Donc les autorités, aussi bien nationales, puisque ça a été rappelé à l'instant, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur se sont immédiatement rendus sur les lieux. Et les élus locaux, ils ont tous été exceptionnels, présents pour la famille, les a soutenus du point de vue administratif, du point de vue juridique, du point de vue matériel. Et donc c'est à saluer parce qu'ils ont pu répondre fortement présents et ils continuent à être présents. On l'a vu lors de la cérémonie commémorative qui a précédé les obsèques, comment la mobilisation a été indéniable et indiscutable. Donc nous leur en sommes sincèrement reconnaissants et nous les remercions. Merci beaucoup, Dr Zilé. Si vous avez quelque chose à rajouter en tant que responsable politique, quand on vous appelle à 3 heures du matin et qu'on vous dit qu'une famille vient de perdre 7 de ses membres dans un incendie qui commence à
à être soupçonnés de criminels. Ouais, je réagis d'abord en tant qu'homme solidaire d'une famille endeuillée, d'abord. Donc c'est d'abord la douleur que je ressens, et ensuite, passer la douleur, j'analyse la situation. Ces personnes sont pas mortes comme ça de manière accidentelle. Il y a eu un crime qui a été commis. Certains disent dans le cadre de trafic de stupéfiants. C'est possible, parce qu'à Nice, il y a cela. À Marseille aussi. Ce serait, semble-t-il, une vengeance entre gangs et qui aurait provoqué des victimes collatérales qui sont dans cette famille. Il y a des gens qui sont rentrés dans un immeuble et qui ont volontairement mis le feu. Bon. J'ai envie de dire que comment se fait-il que dans cet immeuble, il n'ait pas eu de détecteur de fumée? Je trouve que là, il y a laxisme des services de la ville de Nice. Je reconnais ce que la ville de Nice a fait, ce que Christian Estrosi a fait après le drame. Mais le drame aurait peut-être été différent si des choses sur la sécurité de ces lieux avaient été anticipées. C'est un lieu où il n'y a pas de poste de police, alors qu'on sait que le trafic de drogue se déroule régulièrement. Et moi, j'ai eu l'occasion de le constater. Je suis passé avec d'autres pour aller visiter la famille des défunts, et assis sur un fauteuil, il y avait un jeune homme qui criait « shit, 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 shit ». En gros, venez acheter. Mais au grand air, au vu aussi de tout le monde. Et ça, ça ne peut pas se dérouler dans une république qui est soucieuse de la sécurité de ses habitants. Donc moi, je pointe du doigt les failles sécuritaires qui sont en place dans la ville de Nice, surtout dans ces cités qui sont des cités de pauvres et de miséreux. J'ai vu la fenêtre brûlée d'où la personne s'est défenestrée. Pour essayer d'échapper au feu. Bien sûr. Je l'ai vu, cette fenêtre. C'est l'immeuble B38 du quartier des Moulins. J'ai vu cela. Je me dis, il n'avait aucune chance qu'il réchappe, cette personne. Aucune chance. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de service de police à côté? Comment cela se fait-il? À Félix Piat, il y a un commissariat, n'est-ce pas? Mais il a fallu se battre pour qu'il y ait un commissariat. Et à mon avis, c'est cela qu'il faut faire dans ces villes où le trafic de drogue prévaut, où les guerres entre gangs ont lieu régulièrement. Il faut que les habitants aient des services de sécurité à proximité. Donc j'avais une demande à faire aux autorités françaises, aux élus français, malgré toute l'assistance qu'ils ont apportée après le drame, c'est cela. Maintenant, renforcer la sécurité des habitants, renforcer la sécurité des immeubles, faire en sorte que dans chaque immeuble se mettent en place des détecteurs de fumée, parce que ce qui va se passer risque de se reproduire. Et vérifier la solidité des immeubles pour que ce qui s'est fait à la rue de Bagne ne se reproduise pas aussi. Donc il y a des leçons à tirer. Sécurité, plus de sécurité des habitations et plus de sécurité des individus en mettant en place des stations de police dans ces quartiers défavorisés où le trafic de drogue est un gros roi. Hein. Puisque, comme je vous le disais, les choses se font au grand air. On n'imagine pas cela en France. Merci beaucoup, Monsieur Zilé. Je vais revenir sur Maître Malisa, puisque vous travaillez beaucoup sur la prévention de la délinquance juvénile ici à Marseille. Je vous connais, que vous faites depuis fort longtemps un travail sur ça. Maintenant, si on revient un peu en arrière sur ce qui s'est passé à Nice en 2022, nous nous rappelons très bien qu'il y a eu un incendie pareil à Bréjure où 5 Comoriens sont malheureusement morts. Et l'enquête a conclu à un problème de trafic de stupes. Et malheureusement, même si ce qui s'est passé à Nice, la famille des victimes n'était pas concernée par ce trafic, mais de toutes les façons, d'après les premières enquêtes, on nous dit qu'il s'agissait
bel et bien d'un trafic de drogue. Maintenant, la question que je vais essayer de vous poser, c'est de savoir pourquoi les Comoriens meurent dans des incendies alors que dans des incendies liés au trafic de la drogue, alors que les Comoriens victimes ne sont pas concernés par ça. Pourquoi on brûle des Comoriens tout simplement? Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le trafic de stupéfiants. Le maire Christian Estrosi a rappelé qu'il faut lutter contre les narcotrafiquants. On mêle, c'est vrai, ces dernières années, beaucoup la communauté comorienne au trafic de drogue. Quand je dis replaçons les choses dans leur contexte, ce ne sont pas les Comoriens qui ont inventé le trafic de drogue. C'est cyclique. Toutes les vagues d'immigration y ont eu droit. On a connu jadis la French Connection, on a connu les Corses, on a connu les Italiens, on a connu les Maghrébins, et puis aujourd'hui, certes, c'est le tour des Comoriens alors. La communauté comorienne est touchée. Donc ça c'est un premier point. Donc pour dire que ce n'est pas propre à la communauté comorienne, c'est propre au territoire. C'est-à-dire que nous sommes dans un territoire connu pour être un territoire propre aux narcotrafiquants. Donc ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est que effectivement il y a beaucoup de Comoriens qui décèdent en relation avec ces trafics, pas seulement par des incendies criminels, mais également par des règlements de compte. Ça c'est un fait qui est clair, hélas, et qui est établi. Maintenant, comment lutter contre ces faits-là? Il y a certes la prévention de la délinquance que nous devons effectuer. On peut rechercher les causes, on peut chercher les moyens de combattre. Ça, c'est encore un autre débat. Pourquoi est-ce que la communauté est touchée alors qu'elle a toujours été épargnée, etc. Comment le sensibiliser? Ça, c'est un débat qu'il faut mener. Mais il y a aussi la question de la responsabilité étatique. Je pense que le docteur Gillet a quand même rappelé, il y a aussi des responsabilités qui sont celles de l'État à plusieurs égards, non seulement face à la ghettoisation dont on est victime, il y a quand même un certain apartheid social qui est indiscutable, c'est-à-dire qu'on nous parque, on nous relègue dans des cités, et on sait très bien ce qui se passe dans ces cités. On sait très bien ce qui se passe à partir du moment où on élève des enfants dans ces cités. On ne peut pas les protéger de tout, on ne peut pas les protéger des guetteurs, on ne peut pas les protéger de la tentation, etc. Donc il y a cette responsabilité, le fait qu'on nous ghettoise, il y a cet apartheid social où on nous met dans ces camps, parce que j'appelle ça désormais des camps, il faut voir dans quelles conditions on y vit. Et puis il y a aussi la question, bien entendu, la sécurité, la répression, parce qu'après la prévention, il y a quand même le stade de la répression, et dire que ce sont des territoires que la publique a totalement abandonnés. Ce sont des filles et fils de Marianne, ils sont nés en France, ils sont français, ce sont des enfants de la République, mais la République les a totalement délaissés et abandonnés. Dans ces quartiers, effectivement, il n'y a plus de service public. Certains de ces quartiers, on peine même à trouver une boulangerie, n'en parlons pas une poste, et encore moins un poste de police. Donc la République a totalement abandonné ces quartiers. Et hélas, jusqu'aujourd'hui, les politiques publiques vont faire du saupoudrage. On va entendre parler de aujourd'hui il y a telle politique de la ville, aujourd'hui il y a telle chose, etc. Mais ça reste des saupoudrages, ce ne sont pas des actions réelles avec un véritable impact sur les territoires et sur les populations. Donc voilà, dire qu'il y a plusieurs responsabilités collectives, peut-être plusieurs pour danser le tango. Certes, il y a la prévention que nous devons mener, mais elle ne sera absolument pas suffisante. Ce sera un pansement sur une jambe en bois si ce n'est pas accompagné par des mesures vraiment efficaces de la part des autorités publiques. Et ces mesures-là ne doivent pas concerner juste la répression pénale, mais doivent concerner vraiment un tout global, du point de vue social, du point de vue éducatif, du point de vue économique, etc. etc. Merci, Dr Zillet. Vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on doit laisser tout ça, puisqu'on parle de la responsabilité publique, mais au niveau des parents, au niveau de la communauté, est-ce que... C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité dans cette affaire. Les personnes qui meurent, beaucoup sont des enfants, des adolescents, qui sont parfois tués à bout portant dans des règlements de compte. On en a vu à Marseille, on a vu un peu partout en France. C'est le trafic de drogue qui veut. C'est une des raisons qui font que des jeunes perdent la vie.
ces jeunes guetteurs, hein, ces jeunes dealers qui sont attirés par l'argent facile. Imaginez qu'un chouf, c'est-à-dire celui qui guette pour prévenir toute arrivée de la police, reçoit à peu près 150 € dans la journée. Ben, c'est de l'argent facile. Hein. Pourquoi j'irais travailler lorsque je peux, uniquement en restant assis sur un fauteuil, recevoir 150 €? Du coup, ces jeunes gens sont pris dans un engrenage où ils n'ont plus la volonté de grimper l'échelle sociale, d'aller à l'école, de réussir. Et l'école, la réussite, c'est aussi le problème des parents. Et le problème de notre communauté, c'est celui-là. On a bien des parents qui sont dévoués, qui sont intégrés et qui veillent à la réussite de leurs parents. Mais beaucoup de parents comoriens sont, incapables d'assurer leur parentalité. C'est-à-dire, comment être parent en France. Comment être parent en France. J'étais dans une association, je suis toujours président d'une association, où on aide les parents à être des vrais parents. C'est-à-dire à être capable de suivre l'enfant en classe. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est un peu difficile parce que les résultats scolaires, pour la plupart, se retrouvent sur Internet. Et vous avez des parents qui n'ont même pas d'ordinateur et qui ne savent pas accéder à Internet. Hein, et qui, pour certains, parlent très mal le français. Donc être parent en France, dans notre communauté, c'est un peu quelque chose qu'il faut régler. Il faut apprendre. Et ça demande une vraie éducation des parents. Je le pense volontairement. Il faut qu'on éduque les parents à être des vrais parents en France. Ce ne sont pas uniquement les Comoriens, parce que pour cela, il faut des moyens. Donc il faut que la politique de la ville mette ça en exergue. Donner aux parents les moyens d'être parents. Vous voyez, beaucoup de parents, comme c'est, ont des petits salaires. Les maris sont souvent au chômage, ou des petits jobs. Et donc, pris un peu dans cette tourmente, l'enfant passe en seconde position. Il peut rester dehors avec ses copains, ne pas faire ses devoirs, parce que le père ou la mère sont occupés à autre chose. Quand ce n'est pas dans les Ukumbi et les manifestations de samedi et de dimanche. Donc, le problème des parents dans notre communauté est encore plus prégnant. Il est encore plus prégnant. Parce que nous vivons en communauté. Nous vivons étroitement en communauté. Si ce n'est pas en village, si ce n'est pas en quartier. Voyez, nous ne sommes pas en France, pour beaucoup. Nous sommes souvent là-bas, alors que notre corps est ici. Nos idées sont là-bas, alors que notre corps est ici. Et souvent, je le dis, il faut que les Comoriens soient Comoriens en France, mais pas Comoriens aux Comores. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils oublient les Comores, mais j'ai dit qu'il fallait aussi qu'ils pensent à leur réussite ici en France. Beaucoup, essentiellement, leur réussite en France. Parce que leurs enfants sont en France. Parce que peut-être que pour beaucoup, ils vont tous mourir en France. Je me souviens d'une discussion où j'étais avec un Comorien qui avait fait la soixantaine, et je lui ai dit, mais pourquoi tu vis dans ce studio là où tu payes 600 € par mois, alors que tu pourrais très bien prendre un crédit et l'acheter? Il me dit, je ne suis pas chez moi ici. Enfin, il m'a dit, comment ça? Et chez moi, c'est là-bas. Donc l'argent que j'ai, je vais construire une maison là-bas. Oui, maison là-bas qui n'est pas habitée, qui ne te rapporte rien. Mais pendant ta retraite, tu vas continuer encore à payer un loyer. Alors que tu pourrais très bien faire en sorte d'avoir ta maison à toi, ton studio à toi, ton appartement à toi, au moment de ta retraite. Peut-être que même que tu pourrais vendre cet appartement pour te constituer un pactole et rentrer dans le pays. Donc pour résumer, nous devons interpeller l'État. Nous devons interpeller la ville sur ces problèmes de sécurité. L'État sur la lutte contre le narcotrafiquant. On sait quels sont les moyens qu'il faut mettre, mais l'État ne les met pas. Peut-être qu'il y a d'autres intérêts. Et quand on imagine tout l'argent de la drogue en provenance du Maroc, on ne peut pas comprendre que l'État ne soit pas armé pour pouvoir arrêter cela. Et pourtant, on ne l'arrête pas. Il en rentre régulièrement. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zillet. Je vais revenir puisque j'aurais aimé poser encore d'autres questions sur vos réponses.
Dr Zile, mais je préfère aller au bout de notre programme pour ne pas perdre beaucoup de temps. Maître Malisa, l'enterrement a déjà lieu la semaine dernière. Les Comoriens se sont montrés solidaires à l'égard de la famille des victimes. Comoriens qui se sont déplacés un peu partout de la France pour aller montrer leur solidarité, comme je le dis. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire en tant que juriste? Est-ce que c'est bon, l'enterrement est fait et Estrosi nous a promis que le procès aura lieu et il sera sévère, et puis nous on attend. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, il y a plusieurs éléments. Le procureur de la République a récemment fait état de la procédure. Il faut savoir qu'il y a une action qui a été engagée pour destruction volontaire par incendie en bande organisée et a entraîné la mort. Donc, c'est un crime et ce crime sera puni. Il y a déjà 4 suspects qui ont été mis en examen et ils sont actuellement en détention provisoire en attendant leur procès. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Donc ça, il faut le savoir. Donc la justice est en marche. Il faudra bien entendu soutenir les familles qui doivent se constituer. J'ose espérer que c'est déjà le cas. Si ce n'est pas encore le cas, il faut qu'elles le fassent très rapidement, qu'elles puissent être défendues, qu'elles puissent être entendues de manière à ce que les auteurs de ce crime abject soient sévèrement punis. Il y a le temps du deuil, on l'a soulevé à l'instant, il y a eu les obsèques, il y a encore le moment nécessaire pour le recueillement. Moi, j'ai un ami qui a perdu quand même sa femme, ainsi que finalement, et Mwanam Chouare, Nwana Chouare. Donc, c'est très douloureux pour tous les membres des familles. Donc, il y a le temps du deuil et il viendra très rapidement le temps de la justice. Il faudra que nous soyons tous solidaires et aux côtés de la famille dans ce temps de la justice qui est déjà fortement engagée, et je suis convaincue que toutes les autorités feront le nécessaire afin que nous obtenions justice. Merci, docteur Zile. Je voudrais revenir sur cette question, mais autrement, puisque il y a à peine 7 mois, il y a eu un enfant qui a été tué par un policier. Il s'agit de l'affaire Naël. Et quelques minutes après, la France, je dirais, a pris feu pendant plusieurs semaines. Je pense 2 ou 3 semaines. Et il y a eu toute la France qui a vécu des semaines vraiment difficiles. Et puis, il y a ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, à Brésil. La communauté comorienne reste toujours polie. Il y a ce qui s'est passé aussi à Nice, que nous sommes en train de parler. Et la communauté est réputée pour son pacifisme. Est-ce que notre communauté est passive, ou bien elle est, je dirais, elle est peureuse? C'est une communauté qui a peur de défendre ses... En matière de décès, nous avons cette phrase qui nous immobilise, qui est « Izumgwanzao ». Et ça, souvent le Comorien répète cette phrase et quelque chose de lourd lui arrive. Izumgwanzao. Mais enfin, aide-toi, le ciel t'aidera. D'abord, tu ne restes pas assis dans un fauteuil en espérant que les problèmes vont être réglés. Donc la communauté comorienne qui ne s'est pas manifestée, qui n'est pas descendue dans la rue, je le déplore. À Nice, j'ai vu une foule, en gros, dans la prière. C'est très comorien, c'est dans la prière. De toute façon, mais j'aurais aimé avoir une foule dans la colère. N'est-ce pas? Non seulement à Nice, mais un peu partout en France. La communauté comorienne aurait pu mobiliser d'autres âmes nobles en France pour venir réclamer non seulement justice, mais une lutte contre ces narcotrafiquants qui ont tué à Nice, mais qui tueront demain. Donc cela demandait effectivement un mouvement de la communauté comorienne, mais ce mouvement n'a pas eu lieu, et je le déplore.
la communauté comorienne doit assister financièrement les familles qui sont touchées, qui vont devoir payer des avocats, probablement, hein, des frais médicaux. Et il ne nous est pas interdit, et cela c'est très comorien, de leur porter assistance. J'ai vu que la femme d'Estrosi avait ouvert une cagnotte en ligne pour permettre à ceux qui le souhaitent de mettre un peu d'argent. Cette cagnotte, à l'époque, si je me souviens bien, elle était arrivée à 7700 quelque chose. C'est largement insuffisant. Et je me dis que si les Comoriens de France et de Navarre mettaient un peu d'argent dans cette cagnotte, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de moyens pour pouvoir accompagner ces familles qui ont subi ce grand malheur. Donc cette solidarité ne doit pas être uniquement une solidarité de prière. Elle doit être aussi une solidarité sur les moyens à déployer pour que ces familles soient accompagnées pratiquement au jour le jour dans leur malheur. Et ces malheurs demandent de l'argent. Donc je n'appelle à la communauté comorienne de se mobiliser pour faire en sorte que cette famille reçoive une aide financière de notre part. Alors si cette cagnotte qui est ouverte par la femme d'Estrosi est toujours active, je les invite à aller donner leur contribution. Et je souhaiterais, Dima, que sur ton site, tu puisses donner le lien de cette cagnotte, c'est toujours active, afin que tous les Comoriens puissent aller contribuer. Mais on sait que beaucoup ne vont pas aller contribuer en ligne, mais ils peuvent tout à fait contribuer comme nous savons le faire, c'est-à-dire se cotiser, lever des fonds, faire des majlis, prières pour lever des fonds, afin que cette famille reçoive un peu de financement. Parce que c'est aussi cela, ce dont ils auront besoin. Mais je voudrais redire une chose, et qui me remplit d'une grande tristesse. Je n'ai pas vu l'État comorien à Nice. Si, j'ai vu Sarkozy, mais non. Hein? Et Bachirafil, l'ambassadeur de l'UNESCO. Bon, l'UNESCO, c'est pas sa place là. Hein. Il est là pour faire des discours. Mais dans un truc comme ça, c'est un ministre de l'Intérieur, c'est le cas de la France, c'est un président. D'accord? C'est quelqu'un qui a autorité, pouvoir. Bachirafil n'a aucun pouvoir. Lui, il fait avancer des idées dans un organisme. Okay? Il n'a aucun pouvoir, ce garçon, quelle que soit la sympathie que je peux avoir pour lui. Okay? Donc, le niveau de représentation de l'État comorien, pour moi, était faible par rapport à l'enjeu. Et ça, c'est un mauvais signal que l'on donne aux autres autorités. Parce que si l'État comorien ne se bouge pas beaucoup plus que l'État français, enfin, c'est tout le monde qui est mal compris. Moi, j'aurais souhaité que le président Azali soit là. Qu'il laisse de côté ses rendez-vous, mais qu'il soit là. Alors, on nous dit qu'il n'avait pas le temps, il avait un agenda chargé. De toute façon, il avait déclaré 3 jours de deuil à la belle affaire. À la belle affaire. Là, il faut une proximité. Là, il faut être à côté des familles. Et le ministre de l'Intérieur français l'a bien compris. Le Premier ministre l'a compris aussi, qu'il faut être présent, pas envoyer des communiqués, hein, pas envoyer des subalternes, hein, mais il faut être présent. Voilà. Donc cela, je le déplore, et je le déplore en tant que Comorien, parce que pour moi, c'est un peu une honte, pour te dire, parce que cela montre un peu la valeur que nous accordons à la mort de nos compatriotes. Hein. En gros, comme je dis, ils sont morts, et puis c'est tout. Mais je pense que là, l'État comorien a failli. L'État comorien a failli, et il aurait dû être beaucoup plus présent. Et je répète, ce n'est pas la présence de Bachirafil, ambassadeur de l'UNESCO, qui rachète un petit peu cette absence. Ni celle de Sarkozy, ni celle de son ambassadeur en France, qui est totalement absent. Comment il s'appelle déjà? C'est Hamada, c'est ça? Hamada. Voilà. Qui est absent. Oh, on ne sait même pas s'il y a un ambassadeur en France, ici à Marseille. Hein. Personne ne sait s'il existe cet homme-là. Okay? Donc, par contre, on saurait si Azali venait. Okay? S'il interrompait tous ses rendez-vous pour venir. S'il prenait un avion pour venir. C'est de ça qu'il est question. Okay? Il prend 2 fois un avion pour aller quelque part, pour je ne sais quoi. Mais il aurait pu envoyer un ministre de haut rang à Nice. Ce n'est pas ce qu'il a fait.
Je vais poser la question, Madame, à Maître Malisa. Est-ce que c'est vrai, selon la démonstration des îlets, est-ce que l'absence de l'autorité comorienne, à savoir l'ambassadeur, puisqu'il s'agit de l'ambassadeur qui devrait normalement représenter l'État comorien à Nice, est-ce que son absence fragilise le dossier au niveau juridique, au niveau social, ou bien de toutes les façons, certains disent qu'ils ont préféré ne pas perturber les funérailles. Alors, du point de vue juridique, ça n'a aucun impact. Que l'État comorien soit représenté ou non, ça n'a strictement aucun impact juridique. Après, nous allons entrer dans des considérations politiques. Pour ma part, nous sommes face à un drame, donc on est aussi dans le temps du deuil, on est dans le temps de la justice. Je ne rentre pas dans des considérations politiques, même si, quand même, la première question que vous avez posée, c'était quand même le rôle des élus. Voilà, le rôle des élus face au drame. Donc je pense que ma réponse est parce que je vous ai vu, vous aviez votre agenda, mais je vous ai vu à Nice, comment vous étiez pour ça. J'étais présente bien entendu à Nice, comme j'ai pu être présente au moment du drame de la rue d'Aubagne, parce que nous avions l'une de nos compatriotes qui faisait partie des victimes, ainsi de suite. Donc il est bien évident que la place des élus, c'est auprès de leurs administrés, auprès de leur peuple, auprès de leurs concitoyens et compatriotes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, le temps politique, je pense, viendra avec les interlocuteurs nécessaires, mais il est bien évident que lorsqu'on est élu, on a des responsabilités. Et la première, c'est d'être proche des nôtres, surtout face au drame et face au malheur qui les touche. Oui, les Comoriens ont besoin d'être accompagnés ici. Et qui est le mieux placé pour les accompagner si ce n'est pas leur président? Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques sur la dictature qui prévaut, mais aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont morts. Et en tant que musulmans, on se doit d'être là, à côté, pour envoyer la main du deuil. On le sait, on visite. Nous avons l'habitude, dès que quelqu'un décède, de visiter la famille. C'est cela que j'aurais souhaité. Je veux souhaiter qu'un ministre de haut rang, sans parler de politique, hein, il n'est pas question de politique là-dedans, aille apporter le deuil. Voilà. Et c'est cela qui a été absent. Et c'est cela que je déplore. Je vais illustrer par un exemple. Bien sûr, allez-y. Lorsqu'il y a eu le décès de la reine d'Angleterre, on a eu quand même au plus haut niveau notre représentation pour aller présenter nos condoléances. Ça a été le cas en Asie, il me semble que c'était au Japon, où, encore une fois, il y a eu des placements au plus haut niveau. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, en Iran, pareil, suite au décès tragique, il y a eu encore une fois une représentation au plus haut niveau. Donc je ne peux pas entendre, en tant que citoyenne, là, tout simplement, qu'il puisse y avoir une représentation au plus haut niveau lorsqu'il y a les décès de hauts responsables de pays amis et qu'il ne puisse pas y avoir une représentation au niveau lorsque ce sont les nôtres qui sont touchés d'une manière aussi dramatique, d'autant que le deuil national était en soi un geste fort et symbolique qui est à saluer. Moi, je salue le fait qu'on ait pu décréter un deuil national. Il eût été également salutaire que ce geste fort soit accompagné d'un autre geste fort et que la communauté dans son ensemble, le peuple dans son ensemble, se sente soutenu et accompagné par ce drame. Merci beaucoup, Maître Malisa. Nous savons très bien que le travail de soutien moral aux familles comoriennes, c'est quelque chose que vous maîtrisez depuis longtemps, donc ça se comprend très bien. Maintenant, on va aller à la dernière question, puisqu'on ne va pas vous retenir longtemps. Maître, le problème des Comoriens, en général, en particulier des enfants, et le problème lié à la drogue, c'est un problème que vous traitez depuis longtemps. Comme je le dis au début de notre émission, malheureusement, même si c'est vrai, ces enfants ou bien cette famille n'était pas concernée, comme la famille des Bressures n'était pas concernée
sur ces affaires de ce trafic. Malheureusement, ces membres sont tombés. Que doit faire maintenant la population ou bien la communauté? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que des drames comme ça ne se reproduisent? On compte à 12 déjà en moins de 2 ans, 12 Comoriens qui sont morts. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème global et qui ne peut pas avoir une solution isolée, ni de solution miracle. Déjà, ça a été souligné, on est parqué dans des quartiers. Mais au moins, vous pouvez donner, puisqu'on sait que vous aviez travaillé et vous travaillez beaucoup sur ce dossier. En fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, on est parqué dans ces quartiers-là. Donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, on fera partie des dégâts collatéraux, on fera partie des victimes à partir du moment où on est dans les quartiers où se produisent ces drames. De un. De deux, il faut aussi mettre l'État français face à sa responsabilité. Il a totalement abandonné ces quartiers. Donc ça signifie que quand on vote, sachez-le, on vote pour ceux qui vont décider des politiques qui nous concernent. Or, je constate, et c'est dramatique, que nous ne votons pas. C'est un fait. Il y a un fort taux d'abstention. Aujourd'hui, quand vous allez dans les 13-14, quand vous allez dans les 15-16, ce sont les secteurs où nous sommes fortement présents, ce sont les secteurs où il y a une grande population. Les 13e et 14e arrondissements de Marseille, c'est l'équivalent de la ville de Grenoble, c'est 150 000 habitants, un électeur sur 4 est d'origine comorienne, or nous ne votons pas. Si nous votions, il n'y aurait pas eu le Front National dans ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Front National qui est dans ces quartiers. Donc de deux choses l'une, soit on n'a pas voté, soit on a voté pour le Front. Alors je ne sais pas laquelle des deux réponses est la pire. Donc c'est dire qu'il est important et extrêmement urgent qu'il y ait un sursaut au niveau de la communauté et que nous puissions devenir une force. Et pour pouvoir être une force, pour pouvoir être entendu, il faut quand même aller voter. C'est un élément vis-à-vis de l'État français. Vis-à-vis de nous, au sein même de la communauté, il y a la question de la sensibilisation, il y a la question de l'éducation, il y a la question des mentalités. Moi, je refuse qu'à chaque fois, on mette tout ça sur le dos des mères. Question. Le fait est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Le fait est qu'il y a une absence de la régulation de la société telle qu'elle existait auparavant. Je m'explique. Jadis, le père disparaît, ok, mais il y avait l'oncle qui était là. L'oncle, il incarnait l'autorité. Il incarnait finalement la continuité. Il y avait un certain ordre familial, traditionnel, coutumier, social, qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, la mère, Gemzadze, Gemchomba, Gembaba. Guzingaro za Hun, Guzingaro za Komori. Manedo wa Komori, yedo ulo so Komori, yedo angalia wana walohula wende wasoma wende likoli, et en même temps, Guzayangale wana hehun. C'est un fait. Donc, il y a aussi cette perte de repères social. Il faut trouver le moyen de réintroduire du lien social, de réintroduire les liens familiaux tels qu'ils existaient auparavant. Donc, il y a le contexte familial, je viens de soulever, il y a le contexte éducatif. Avant, on avait le shioni qui avait aussi un effet de socialisation, qui avait un effet aussi d'éducation, de répression, de sensibilisation, etc. Il n'y a plus ça. En tout cas, plus de la même manière que jadis. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est finalement l'effet papillon. C'est plein de petites choses cumulées, l'abandon des pères, la dispersion des mères, beaucoup trop de sujets, la perte des repères religieux, la perte des repères sociaux, la perte des repères coutumiers, etc., etc. C'est un tout. Donc il va falloir à un moment donné qu'on se ressaisisse et qu'on décide. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut? Est-ce qu'il peut y avoir, dans les quartiers, comme il y avait jadis, des espèces de grands frères? Moi, je suis née à Plandau. En Plandau, il y avait feu mon père. On savait que c'était un référent. Les jeunes des quartiers pouvaient aller le voir parce qu'ils avaient un problème d'orientation scolaire, parce qu'ils avaient un problème, etc., de soutien. Donc, il y avait tout ça qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut que nous réfléchissions, il faut que nous puissions à nouveau réintroduire tout cela. C'est religieux, c'est social, c'est économique, c'est éducatif. Il y a tout ça. La réponse, finalement, elle est multifactorielle et il y a beaucoup à faire, mais à condition qu'il y ait un sursaut et qu'on se décide à agir. Docteur Zilé. Oui.
voudrais terminer sur une note un petit peu optimiste. Parce que c'est vrai que s'il fallait pleurer, on a toutes les raisons de pleurer. Une communauté qui est dans la pauvreté, dans la misère, il faut le dire, qui vit dans des ghettos, qui est exposée au danger de trafic de stupéfiants, des règlements de compte. On n'est pas les seuls. Mais là où je vois une lueur d'espoir, c'est que je vois de plus en plus de jeunes comoriens qui réussissent dans les études, qui montent des entreprises et qui deviennent une autre manière d'entraîner les autres. Une autre dynamique. Voilà. Et il faut encourager cela. Il faut être fier de cela. Il faut que des jeunes comme Chéo Couture qui a habillé les artistes deviennent des lumières. Soprano est une lumière. C'est pas un bandit, c'est quelqu'un qui réussit. Alonso aussi, mais à d'autres qui sont patrons d'entreprise, qui sont à des hautes fonctions dans des organisations nationales ou internationales, des médecins. Et ces gens-là, il faut les reconnaître. Il faut les mettre en avant. Il faut reconnaître ceux qui réussissent pour qu'ils jouent leur effet d'entraînement. Donc, ça, pour moi, c'est une lueur d'espoir. On parlait tout à l'heure des autres immigrés, comment ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis par la réussite. D'abord, un qui réussit, un deuxième qui réussit, et puis progressivement, cela constitue une chaîne de réussite qui devient un levier, un miroir, un exemple pour les autres. Donc pour moi, il y a ce signe d'espoir qu'il faut encourager. Mais nous sommes quand même en danger. Nous sommes quand même en danger. Nous avons une mentalité qu'il faut repenser. Nous avons des traditions qu'il faut repenser. Ces traditions du grand mariage, je sais que cela va faire soulever un peu tous les uns des autres, du grand mariage ici, qui entraîne des dépenses conséquentes et qui font effectivement que les petits moyens financiers de ces familles sont utilisés à d'autres fins, il faut y repenser. Il faut véritablement que les Comoriens réétudient cela. Et c'est ce que je disais au début. Comment on peut étudier cela alors qu'on vit chacun en famille, en village? Oui, mais il y a des réflexions collectives. Oui, justement. C'est ça que je disais. On est une communauté, mais en fait, on est une communauté par morceaux. Par quartiers. Et au sein même parce qu'au sein même des villages, ça se constitue un quartier. Moi, je suis né à Fumboni, mais je sais qu'il y a l'association des gens de Mroadjou, les gens de Mrambani. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour moi. Donc, on est bien une communauté, mais on n'est pas une réelle communauté. On est une communauté de destin, mais pas une communauté d'action. Donc, il faut passer de cet état de communauté de destin à l'état de communauté d'action. C'est-à-dire qu'il faut des projets pour les Comoriens. Et ces projets viennent souvent de ceux qui réussissent et qui arrivent à entraîner les autres dans des projets ambitieux, dans des projets de réussite. Je suis sûr que ceux qui réussissent sont des exemples pour les autres. Voilà. Je suis dans une association où on va prochainement remettre les trophées du bac, de ceux qui ont réussi au bac. C'est le genre de choses qu'il faut encourager. Et les jeunes vont se retrouver fiers qu'on reconnaisse leur réussite au bac. Et ceux qui ont leur master aussi, qu'on les reconnaisse, pour qu'eux-mêmes entraînent ceux qui sont en bas. Il faut que l'échelle de la communauté comorienne soit solidaire. Voilà. Que les marches soient reliées les unes aux autres, et que ceux qui sont en haut aident ceux qui sont en bas. C'est comme ça qu'on construira une communauté. Lorsque ceux qui sont en haut vont aider ceux qui sont en bas. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas s'il vous reste quelque chose à dire, notamment sur la ville de Nice en général, en particulier la communauté comorienne de Nice qui ont assuré, je dirais, pour l'accueil de tous les Comoriens qui sont venus un peu partout. Il y a aussi la famille endeuillée, je sais que vous l'appelez tout le temps, mais peut-être le dire officiellement, c'est aussi bien. Avant de fermer notre émission, Maître Malisa, ça sera votre dernier mot. Merci. Donc, remercier bien entendu toutes les familles qui nous ont accueillis à Nice. Elles ont été extraordinaires, se sont mobilisées, nous ont accueillis
C'était un moment de drame, mais c'était aussi un moment de communion. La cérémonie a été extrêmement émouvante tout le long. Donc, je tiens quand même à les remercier sincèrement et qu'ils sachent que nous serons toujours à leur côté. Appeler aussi à la générosité de tous et de toutes, puisqu'il y a une cagnotte donc, qui a été publiée, qui a été mise en ligne. Donc, nous puissions tous, en fonction de nos moyens, contribuer pour pouvoir soutenir et aider la famille, car il faut quand même rappeler que désormais, il y a des orphelins, il y a 3 orphelins, qu'il faut donc pouvoir les soutenir et les accompagner pour pouvoir leur garantir des moyens de subsistance, pour pouvoir leur garantir leur avenir en l'absence de feu leurs parents. Donc, c'était les 2 choses que je tenais à dire pour conclure. Nous aurons, je n'en doute pas, d'autres occasions d'échanger, mais il est très important aujourd'hui, je le rappelle, le temps du deuil, puis ensuite le temps de la justice, et dans ce temps de deuil, accompagner toutes les familles et les proches des victimes. Nous avons quelque chose d'immédiat à faire, c'est cette aide financière au travers de la cagnotte, mais peut-être aussi au travers d'autres moyens. Que chaque ville de France, là où il y a une communauté, puisse, de sa propre initiative, selon des moyens les plus appropriés, constituer une cagnotte pour pouvoir aider ces familles. C'est ce que je demande. Parce que les responsables communautaires de ces différentes villes prennent l'initiative de constituer une cagnotte ou de contribuer à la cagnotte existante pour aider les familles qui sont dans la difficulté, dans le deuil. Ce que je souhaiterais aussi, c'est que la communauté marseillaise, qui est géographiquement proche de la communauté niçoise, il y ait une rencontre pour voir ensemble comment désormais travailler à ce que cette communauté soit moins exposée et qu'on ait des doléances communes à exposer aux autorités, parce qu'en étant plus nombreux, on fera masse, on se fera mieux entendre. Donc c'est l'occasion, effectivement, je pense que Marseille et Nice s'allient dans la défense des intérêts des Comoriens de la région PACA. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. C'est au travers d'accidents de ce genre qu'on réveille les solidarités. Njamona nabona ngo wenje wewe amufilme to raha jobrungo mbavye ka não nessa hora 5 horas aí, né, Gibé? Vamos
Ah, soda.